Merci Aurélie Fontaine et merci d'avoir organisé le colloque et merci de m'avoir invité. Et donc je prendrai un petit peu la suite de ce qui a été dit ce matin, tout à fait à la fin de la session de la matinée, mais avec un point de vue qui est un peu différent. Ça n'est pas dû, me semble-t-il, uniquement à l'appartenance disciplinaire, c'est-à-dire au fait que je sois philosophe, mais je crois que c'est lié aussi à une différence d'approche. Je vais expliquer ce que j'entends par là. La première fois que Aurélie Fontaine m'a parlé de ce colloque et de l'intervention qu'elle souhaitait que je fasse sur ce thème-là, je me suis immédiatement dit, mais quelle est la signification qu'il faut accorder dans cet intitulé au « et », à la conjonction « et ». Il est donc question du rôle qui est celui de certains traités européens, des traités européens en général, sans précision, et donc du rôle constitutionnel des traités européens. Et il est d'autre part question, après le « et », du tournant néolibéral des institutions du capitalisme. Alors le tournant néolibéral des institutions du capitalisme, j'ai la faiblesse de penser que c'est un tournant qu'il faut dater des années 80, du milieu et de la fin des années 1980. Vous avez donc quelque chose qui va sceller, on peut dire, cet engagement vers la rationalité néolibérale, comme nous l'appelons avec Christian Laval, c'est le consensus de Washington qui intervient justement à la fin des années 80, qui n'est pas à proprement parler quelque chose qui relève d'un acte juridique, mais c'est un mode de formation, finalement, des opinions et des avis qui va prévaloir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de néolibéralisme avant, mais simplement, vous avez des expérimentations gouvernementales, dont celle très importante qui a lieu au Chili sous Pinochet, dans le cadre d'une doctrine qui, elle, est celle de Milton Friedman, mais ce qu'on a eu tendance à faire en Europe, en France en particulier, c'est de considérer que Milton Friedman était justement le représentant, comment dirais-je, qualifié du néolibéralisme, et on a eu tendance à identifier le néolibéralisme avec la philosophie économique qui est celle de Milton Friedman. Alors je voudrais un petit peu complexifier les choses et montrer que justement ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Vous avez en l'occurrence donc un tournant qui affecte les institutions internationales au premier chef, les institutions internationales qui vont voir leur rôle ou leur mission redéfinie à partir justement du milieu des années 1980. Mais il y a des institutions internationales qui sont nées après le tournant. Et en l'occurrence, par exemple, une institution internationale qui n'est pas n'importe laquelle, qui est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui naît en 1995. Et on peut considérer que la constitution de l'OMC est une des victoires les plus importantes, justement, des néolibéraux. Et quand je parle des néolibéraux, je vais préciser ce que j'entends. Je commencerai donc par m'interroger sur, non pas ce tournant lui-même, mais sur le caractère assez indéterminé, finalement, qui est celui de l'expression rôle constitutionnel. Parce que rôle constitutionnel n'implique pas que les traités qui ont un rôle constitutionnel soient des traités constitutionnels. Et on peut très bien considérer qu'il y a beaucoup de traités européens. Le traité qui se veut explicitement et ouvertement constitutionnel, c'est le traité de Lisbonne, celui qui a été discuté à partir de 2014, adopté ensuite en 2017, après un certain nombre de péripéties concernant les référendums qui ont été organisés dans certains pays. Mais ce qui est important, c'est que justement, avant tous ces traités, avant le traité de Lisbonne, avant le traité de Maastricht, avant l'acte unique européen, vous avez un traité qui est fondamental, qui est le traité de Rome. Donc il a été question, d'ailleurs, dont mon collègue a parlé ce matin, traité de Rome de 1957, qui est tout à fait fondamental, et dont je pense qu'on peut dire que c'est un traité qui a joué un rôle constitutionnel, bien que ce ne soit pas un traité constitutionnel. Et il faut considérer justement cette distinction, ici, me semble tout à fait importante. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout de suite, c'est le « et » qui me pose problème, parce que le tournant, on aurait tendance comme ça à considérer avec le titre qui est choisi, que ce tournant néolibéral joue le rôle d'une cause dont procéderaient les traités européens qui ont un rôle constitutionnel. Alors j'estime qu'il y a des traités européens, dont le premier, le traité de 57, qui ont un rôle constitutionnel, indéniablement. C'est le premier traité qui est un rôle constitutionnel, et pourtant il intervient bien avant le tournant néolibéral des années 1980. Donc c'est assez important du point de vue de la chronologie à préciser. Alors je commencerai, je m'interrogerai, double question, qu'est-ce qu'on entend exactement par néolibéralisme? Première question, c'est une vaste question que je n'épuiserai bien évidemment pas en l'espace de 20 minutes ou de 22 minutes. Et puis il y a une deuxième question qui va avec, qu'est-ce qu'on entend par rôle constitutionnel? Puisque ce ne sont pas des traités stricto sensu, ce ne sont pas des traités constitutionnels, mais néanmoins ce sont des traités qui ont joué un rôle constitutionnel. Alors qu'est-ce qu'on entend par rôle constitutionnel? Et pour cela, je voudrais commencer, donc je vais faire ça en 3 points assez rapidement. Le premier point va concerner justement
ce que les ordolibéraux appellent, les ordolibéraux allemands, je vais revenir là-dessus, appellent la constitution économique. C'est un point qui est assez important. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, celui qui a parlé en fin de matinée, pour considérer que le traité, par exemple, de Lisbonne n'est pas un traité strictement ordolibéral. Je dirais même que le traité de Rome en 1957 n'est pas un traité strictement ordolibéral. Mais néanmoins, je soutiendrai que le traité de Rome de 1957 porte la marque d'une influence néolibérale avant même le tournant néolibéral des années 1980. Voilà. Donc c'est pour expliquer en quoi consiste, disons, mon propos en ce qui concerne le premier point. Le deuxième point, ça sera relatif justement à ce qui vient au moment du traité de Rome, c'est-à-dire à ce que j'appellerais, avec un historien dont je vais reparler, parce que j'en parlerai assez abondamment, un historien des idées de Harvard qui vient de publier il y a quelques mois un ouvrage remarquable qui s'appelle Globalists et qui porte, c'est Slobodian, Quinn Slobodian, l'auteur de cet ouvrage-là. J'espère qu'il sera traduit en français. Ça n'est pas un philosophe, ça n'est pas un économiste, c'est un historien des institutions, et à cet égard, il me paraît apporter une lumière assez vive sur ce que l'on appelle justement l'ordolibéralisme et le néolibéralisme de manière générale. Et il montre, et ce sera le deuxième point, qu'à l'occasion du traité de Rome, il y a une véritable scission qui s'opère à l'intérieur du camp néolibéral. Je parlerai de cette scission qui oppose d'une manière, je dis ça tout de suite pour que ça soit une sorte de balise, les universalistes aux constitutionnalistes. Je dis bien les universalistes aux constitutionnalistes. Les avocats du traité de Rome, en 1957, sont justement à l'intérieur du camp néolibéral les constitutionnalistes, ceux qui plaident pour une constitution économique européenne et qui comprennent tout de suite l'opportunité que représente la conclusion du traité de Rome en 1957 en disant voilà, c'est la base d'une constitution économique. C'est une vision qui anticipe pas mal sur les développements qui vont venir, mais ça mérite d'être rappelé parce que les choses ne sont pas du tout aussi compactes et homogènes qu'on veut bien le penser. Quand on parle de néolibéralisme, on verra que c'est quelque chose, là encore, d'assez divers et d'assez pluriel. Et puis enfin, troisième point, très rapide, pour expliquer que les traités qui viennent après, notamment bien sûr le traité de Lisbonne en 2007, sont des traités qui ont un rôle constitutionnel, mais ils ne l'ont que dans la mesure où ils viennent après. Il faut rappeler à cet égard que la logique de la construction juridique de l'Union européenne est une logique qui n'est pas strictement cumulative, mais qui revient en même temps à faire en sorte que chaque traité nouvellement adopté modifie les traités antérieurs. Il ne les annule pas, il les modifie. Donc à chaque fois, vous avez une modification, le traité de Maastricht par rapport au traité de Rome, le traité de Lisbonne par rapport au traité de Maastricht, etc. Et vous avez à chaque fois cette importance des modifications qui ne touchent pas, à mon avis, de mon point de vue en tout cas, au fond de la Constitution, ce qu'on appelle la Constitution en un sens bien particulier, mais qui néanmoins introduisent des aménagements, des correctifs. Bon, de mon point de vue, l'orientation est toujours fondamentalement la même si en fonction des rapports de force internes à l'Union européenne, par exemple, il y a des choses qui sont retardées, différées, voire auxquelles on fait obstacle plus ou moins, mais néanmoins, l'orientation est toujours la même, l'orientation fondamentale. Et à cet égard, là où j'aurais une divergence assez nettement accusée avec mon collègue de ce matin, c'est concernant le rôle de la Cour européenne de justice, où je considère que la notion de justice mérite d'être discutée au sujet de cette instance, qu'il y a une différence bien évidemment à faire entre la Cour de justice européenne, la Cour européenne de justice plus exactement, et la Cour européenne des droits de l'homme, mais que la justice, ici, est prise en un sens tout à fait particulier qui mérite d'être explicité et qui ne peut l'être que si on fait justement un retour en arrière, c'est-à-dire si on revient à l'idée de constitution européenne. Donc je vais commencer par ça, je reviens au premier point, à l'idée de constitution européenne, parce que ça me semble être tout à fait fondamental. Vous savez qu'on parle justement de l'ordolibéralisme. Pour les Français, c'est quelque chose qui est assez parfois obscur. Les gens ont pris conscience un petit peu de ce que c'était en 2005 au moment du débat sur le traité de Lisbonne, mais il a fallu attendre pas mal de temps, parce que les gens disaient, bon, de toute façon, le néolibéralisme, c'est la loi de la jungle, c'est la vision étroite qui est celle de celui qui lit les écrits de Milton Friedman et qui se dit, il n'y a pas de règles. Donc c'est l'idéal d'un marché autorégulé. Donc le néolibéralisme, c'est l'idéal d'un marché autorégulé, et ça, c'est une erreur profonde. Vous allez vous en apercevoir, c'est une erreur profonde à tous égards. Le néolibéralisme est très divers, mais s'il y a bien un consensus à l'intérieur du camp néolibéral, c'est un consensus sur la nécessité de règles. Je ne fais que lire, par exemple, une phrase que j'emprunte à Quinn Slobodian, qui est presque au début de son introduction. Le monde normatif néolibéral n'est pas un marché sans frontières et sans État, mais un double monde préservé des demandes des masses en faveur de la justice sociale et de l'égalité redistributive par les gardiens
de la constitution économique. Je dis bien par les gardiens de la constitution économique. Et effectivement, il y a des choses qui sont assez surprenantes dans cette expression, les gardiens de la constitution économique, parce que c'est là, on pourrait dire, que tout se joue. Alors je commence par cette idée un petit peu curieuse de constitution économique. C'est effectivement Walter Eucken, dont on a parlé ce matin, qui est à l'origine. Alors c'est lui qui est un des fondateurs, avec Franz Böhm. Ce sont les deux grands fondateurs de l'école de Fribourg, donc l'école ordolibérale, avec un accent mis sur ordo, puisque vous avez l'idée d'un ordre de marché et d'un ordre de concurrence. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ces gens-là considèrent que cet ordre n'est pas spontané. Ils considèrent que justement cet ordre a besoin d'être construit. Il y a une construction juridique de l'ordre de marché comme ordre de concurrence. Et il est nécessaire pour cela que l'État intervienne activement. Alors il n'intervient pas pour troubler les affaires, mais il intervient pour garantir justement qu'il y ait un cadre juridique à l'intérieur duquel les affaires puissent se mener. Et il y a là une rupture assez assumée et délibérée. Alors ces gens-là vont pour l'essentiel se retrouver au colloque Walter Lippmann qui a lieu en 1938 à Paris avec un jeune secrétaire de séance qui s'appelle Raymond Aron, mais il y a d'autres personnes qui sont là, qui vont s'illustrer ensuite. Il y a Jacques Rueff, il y a des industriels, Louis Marlot, qui est un de ceux qui vont justement inventer le terme de néolibéralisme, et ce sont des gens qui insistent au contraire sur la faillite de ce qu'ils appellent le libéralisme manchestérien. Le libéralisme manchestérien, c'est le libéralisme qui réduit l'État au rôle de veilleur de nuit. Vous savez, celui qui permet aux gens de dormir tranquilles, aux propriétaires de dormir tranquilles, parce que justement ils ne vont pas être menacés par les voleurs, à la faveur de l'obscurité de la nuit. Bon, ça c'est justement l'idée que les manchestériens se font de l'État. C'est pas du tout l'idée que les néolibéraux se font de l'État. Ça c'est très important. Et les ordolibéraux encore moins que les autres néolibéraux. Donc constitution économique, qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Eucken, cette idée de constitution économique est très forte. C'est-à-dire qu'il considère que la constitution économique est une constitution qui doit s'intégrer à la constitution politique d'un État. Il faut bien faire attention, le cadre à l'intérieur duquel les ordolibéraux sont amenés à réfléchir au début est le cadre d'un État national. Donc ils pensent que si justement il y a un cadre juridique à construire pour l'ordre de la concurrence, il doit être fait à l'intérieur, cet effort doit être accompli à l'intérieur des limites d'un État. Ensuite, ils vont penser un petit peu différemment. Mais au début, c'est ça. Le cap de l'ordolibéralisme est donné par cette idée d'une constitution qui doit être incorporée ou intégrée à la constitution politique, qui ne remplace pas la constitution politique, mais qui vient en quelque sorte la doubler pour mieux, d'un certain point de vue, la justifier ou la fonder. Il y a cette idée de la justification de l'ordre politique et juridique par la constitution économique. Donc il faut en plus se remettre, quand on examine la situation de l'Allemagne après la guerre, 45, 47, 48, on s'aperçoit que ça a une importance très très grande, parce qu'un des moyens de légitimation du nouvel État allemand, ça va être justement la réussite économique. Et ça va se faire par le biais justement des grands piliers de l'ordolibéralisme. Donc il ne faut jamais oublier ça. Mais quelle est l'idée de Eucken ? C'est que vous avez une constitution économique qui doit être conçue en analogie stricte avec la constitution politique. Alors je ne reviens pas à ce qui a été dit, qui me semble très très juste, sur le fait que c'est à partir de Hobbes qu'on a cette idée d'une constitution politique qui est directement attenante à l'État, enfin qui est relative à l'organisation interne de l'État. C'est pas le cas avant, en tout cas avec une telle netteté, mais ce qui me paraît très important, c'est que les ordolibéraux sont parfaitement conscients de ça. Ils ne sont pas du tout des gens qui sont opposés à l'État. Ils sont au contraire des partisans de la division entre imperium et dominium, entre donc le pouvoir étatique, politique, et puis d'autre part le pouvoir économique, le dominium. Ils ne font pas partie des gens comme Carl Schmitt qui déplorent cette division en disant que le monde serait mieux organisé s'il n'y avait pas de division, et si l'imperium régnait partout, pour le dire de manière assez directe. Ce sont au contraire des gens qui considèrent que la division correspond à une dualité fondamentale qui est la base à partir de laquelle notre monde se trouve organisé, et c'est bien ainsi. Le rôle de l'État, justement, c'est de prévenir les incursions fâcheuses qui troubleraient la division entre imperium et dominium. Donc ce n'est pas du tout un auto-sabordage de l'imperium qui en viendrait à se dire je suis superflu, je n'ai plus rien à faire, etc. Pas du tout. Et donc ce qui est important, c'est que vous avez une constitution politique qui a pour but, disent-ils, de garantir la compatibilité entre les libertés politiques fondamentales et l'intérêt politique général. Et bien de la même manière, une constitution économique a pour fonction de garantir la compatibilité entre les libertés économiques de base et d'autre part l'intérêt économique général. C'est-à-dire qu'ils dupliquent, ils reprennent exactement les mêmes expressions. Vous voyez, intérêt général politique, intérêt général économique. Donc c'est un point qui est assez important à considérer, parce que pour eux,
ça signifie une chose très simple, ça signifie que la constitution économique est fondée sur une décision. Alors ils appellent ça, c'est pas tout à fait le côté schmittien, bon, ils appellent ça décision de base ou décision fondamentale. La décision fondamentale, c'est la décision en faveur d'un ordre de marché. Voilà. La formation donc d'un ordre de concurrence. Avec une idéalisation qui fait qu'effectivement, on peut prendre du recul aujourd'hui et se dire que le traité de Rome de 1957 est déjà plus tout à fait l'ordolibéralisme strict. Mais cette vision, c'est celle d'un ordre de concurrence parfaite. Eucken, en particulier, donc Franz Böhm, c'est plutôt le côté juriste, Eucken, c'est l'économie, c'est un économiste allemand, mais qui est très influencé par le néo-kantisme et par le Husserl, et donc qui raisonne en termes d'essence, d'eidos. Donc l'eidos du marché, c'est la concurrence parfaite. Voilà, c'est vraiment l'essence. Donc il s'agit pour l'État d'intervenir de manière à garantir que cette essence soit préservée de toute atteinte qui pourrait menacer sa cohérence. Ça c'est l'approche, hein, strictement, donc c'est pas du tout, c'est pas naturaliste, ça deviendra après, mais pour l'ordolibéralisme, pas du tout. L'ordolibéralisme est un anti-naturalisme assumé, un constructivisme juridique assumé. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est justement ça qui se sépare complètement du libéralisme manchestérien, et même par exemple d'un Adam Smith, parce qu'aucun ordolibéral ne parlerait du cours naturel des choses, alors que Adam Smith le fait. Mais absolument aucun ordolibéral ne parlerait en ces termes-là. Voilà. Deuxième point, c'est que cette constitution économique réserve une place tout à fait à part à la banque, et notamment aux banques centrales. À la banque centrale, donc à la banque centrale d'abord dans chaque pays, puisqu'ils pensent d'abord en termes nationaux, donc à la banque centrale qui doit être complètement indépendante du pouvoir politique, avec cette idée qu'il appartient au pouvoir exécutif et au pouvoir régalien de décider de l'unité monétaire, mais il n'appartient pas au pouvoir politique étatique de décider de la quantité de monnaie mise en circulation. Et ça, c'est très important, parce que dans la pensée ordolibérale, ça signifie la traduction ou la transposition de la séparation des pouvoirs de la sphère politique dans la sphère économique. Donc c'est toute l'approche de Eucken qui est complètement commandée par cette volonté de transposition. Donc il faut introduire la séparation des pouvoirs à l'intérieur de la sphère économique, parce qu'on a considéré jusqu'à présent à tort que la séparation des pouvoirs ne valait que pour la sphère politique. Donc on va corriger ça, et l'ordolibéralisme se présente comme justement ce correctif, en disant qu'il faut que la sphère économique corresponde à la sphère politique, donc il y a une séparation des pouvoirs dans la sphère politique, mais qu'il y a également une séparation des pouvoirs dans la sphère économique. Et c'est dit d'une façon très très précise et très 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 argumentée. Bon. Et puis le troisième point, c'est peut-être le plus important me semble-t-il, parce que ça relativise un petit peu ce que mon collègue a pu dire sur la notion de justice, c'est que la banque centrale, indépendante du coup, assume le rôle d'une cour constitutionnelle. Alors ça c'est très important. Ça explique en particulier le rôle joué par la Deutsche Bank entre 1950 et puis 1960 et quelques, et même ce qui a été ensuite pris comme rôle de plus en plus important, parce que la Bundesbank est amenée à assumer un rôle d'arbitrage. C'est un rôle d'arbitrage qui est très important, parce que nous ne sommes pas du tout habitués à ce que la banque centrale assume un rôle d'arbitrage. Et pourtant, dans la Constitution allemande, puisque ceci a été intégré à la Constitution allemande, c'est quelque chose qui est acté. La Bundesbank a un rôle qui est de rappeler à toutes les composantes de la collectivité leurs responsabilités collectives concernant les principes constitutionnels qui sont ceux de l'ordre de marché. Et les principes constitutionnels de l'ordre de marché, il y a un certain nombre de choses qui sont comme ça énumérées. Ah oui, donc là j'ai relativement peu de temps, même très très peu de temps. Donc je m'arrête sur cette question des principes de base, mais on pourrait y revenir dans les discussions. Ce qui m'apparaît très important, c'est que, c'est le deuxième point, ensuite, lorsque le traité de Rome intervient en 1957, vous avez une scission. Alors vous avez une scission, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, entre universalistes. Wilhelm Röpke, par exemple, est un des anciens néolibéraux, ordolibéraux, orthodoxes d'ailleurs, qui vont manifester leur désaccord avec la conclusion du traité de Rome. Et ils vont se prétendre universalistes, en disant, ce sont des gens qui sont partisans du GATT, vous savez, le fameux accord général sur les tarifs douaniers, qui a été donc conclu en 1947 exactement, et ce sont des gens qui opposent le GATT au traité de Rome, en disant le traité de Rome, ça introduit de fait un monopole. Et méchamment, d'ailleurs, ils disent, c'est pas l'Europe, c'est l'Eurafrique, parce qu'il y a les empires belges, français et hollandais, ils ramènent toutes leurs anciennes colonies, et donc ça déséquilibre complètement les choses, ce qui fait que 90% des gens qui vont bénéficier d'un certain nombre de tarifs avantageux se trouvent hors de l'Europe stricto sensu, avec ses limites géographiques.
C'est un argument qui est utilisé. Le plus souvent, l'argument qui est utilisé, c'est un argument antimonopolistique. C'est-à-dire le traité de Rome va introduire une dérogation à l'ordre international du GATT. Mais il faut dire ici que l'ordre international qui est fixé par le GATT, c'est un ordre international qui est très faible parce qu'il n'y a pas de mécanisme exécutoire. Il n'y a rien, il n'y a aucune autorité qui est capable d'imposer l'exécution d'un certain nombre de directives. Et donc la force des néolibéraux qui vont justement être les partisans du traité de Rome de 57, c'est que justement ils vont, eux, se dire avec le traité de Rome, on a une constitution économique à l'échelle de plusieurs pays. Et c'est la raison pour laquelle Quinn Slobodian parle des gens qui sont des partisans de ce traité de Rome comme d'ordo-globalistes. Alors ça c'est remarquable, je trouve que c'est une des définitions les plus remarquables qu'on trouve dans l'introduction de ce livre, remarquable, c'est l'idée de l'ordo-globalisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont transposer à l'échelle supranationale ce qui pour les ordo-libéraux ne valait qu'à l'échelle de l'État-nation. Et c'est des gens, alors il baptise, il dit, il y a l'école de Genève, qui n'est pas l'école de Friedman, qui n'est pas l'ordo-libéralisme strict, qui n'est pas le libéralisme austro-américain de Hayek et de von Mises et d'autres, qui est quelque chose d'à part. Hayek, quand il revient à Fribourg dans les années 60, à ce moment-là, s'intègre à l'école de Genève. Donc il appelle ça l'école de Genève. Ce sont des gens qui vont tâcher de construire des institutions internationales à partir de cette idée de la constitution économique. Et ils vont tenter si bien réussir qu'en effet, en 1995, l'OMC verra le jour comme couronnement des efforts accomplis par ces gens-là pour construire une constitution économique à l'échelle supranationale, en l'occurrence à l'échelle qui est celle de l'Europe. Alors je termine sur le troisième point, je n'ai pas tellement du temps, déborderai peut-être d'une minute, mais c'est juste pour présenter en fait la conclusion à laquelle je voulais en arriver, c'est que vous avez ensuite des traités qui ne font que renforcer le rôle constitutionnel qui a été assumé par le premier traité. Et vous avez, c'est extraordinaire d'ailleurs quand on étudie ça dans le détail, un empilement normatif qui est hallucinant, avec ce qu'on appelle les acquis communautaires, et l'inflation des acquis communautaires. Vous savez que souvent ils ont priorité dans le droit national, sur le droit national lui-même, donc il y a une obligation pour les juridictions nationales d'intégrer à l'intérieur de leur propre corps juridique des dispositions qui proviennent des acquis communautaires, mais il me paraît que le traité de Lisbonne, justement, comme le traité de Maastricht avant lui, c'est un traité qui est un traité, alors là, constitutionnel du point de vue de sa vocation, je ne sais pas s'il est véritablement constitutionnel, mais en tout cas c'est ce qu'il dit de lui, mais il serait impossible à comprendre s'il n'y avait pas eu tous les traités antérieurs qui avaient un rôle constitutionnel. Donc l'acte unique de 86, c'est bien évidemment quelque chose qui a une portée et un rôle constitutionnel. Le traité de Maastricht est également le cas. Le traité de Lisbonne, c'est le cas. Mais le TSCG, le fameux traité sur la stabilité, sur la croissance et la gouvernance de 2012, compte tenu de la tempête post-crise financière de 2008, c'est un traité qui a également un rôle constitutionnel. Donc il ne faut jamais l'oublier, dans lequel il y a justement des principes fondamentaux qui se trouvent énoncés, et ça n'est pas du tout innocent. Quand on voyage, en particulier en Amérique latine, mais dans d'autres pays, on s'aperçoit que c'est toujours la même rengaine, c'est-à-dire les trois principes. Alors, c'est les règles d'or du TSCG de 2012, c'est l'équilibre budgétaire, la stabilité monétaire et la concurrence libre et non faussée. Or, la concurrence libre et non faussée se trouve déjà au cœur du traité de Rome comme un principe constitutionnel, comme un véritable principe constitutionnel, et cette affirmation du rôle constitutionnel de ces principes cardinaux se trouve réaffirmée dans les traités qui suivent. Mais c'est valable donc en 2012, c'est valable avant, donc ça c'est postérieur au tournant néolibéral des institutions européennes et des institutions internationales de manière générale. Mais il y a cette idée finalement, là où l'école de Genève, les gens de l'école de Genève ont été des pionniers, c'est qu'ils ont ensemencé le droit international, sur le plan en tout cas du droit économique, avec des idées qui vont faire leur chemin et qui vont s'avérer assez fécondes, en tout cas assez efficientes, on peut dire ça comme ça. Je cite simplement un juriste allemand, je crois qu'il travaille, il est chercheur à l'Institut Max Planck de Munich, et c'est Joseph Drexel, voilà, qui parle explicitement à propos, alors c'est dans la Revue internationale de droit économique de 2011, numéro 4, page 438, les États fondateurs ont pris une décision constitutionnelle de premier rang en faveur de l'ordre concurrentiel. C'est ce que dit donc
Joseph Drexel, et il ajoute « Les ordolibéraux qui dominaient la politique économique de l'Allemagne d'après-guerre exercèrent une influence cruciale sur le contenu du traité de Rome sur la communauté économique européenne. » Une influence cruciale, ça veut dire que le traité, effectivement, le traité de Rome n'est pas un traité ordolibéral, mais le traité de Rome, par son rôle constitutionnel, porte la marque de l'influence ordolibérale, même s'il n'est pas un traité purement ordolibéral. Mais de toute façon, ce que Slobodian montre très très bien dans son ouvrage, c'est que l'école de Genève va réaliser une sorte, comment dirais-je, d'hybridation entre des courants qui ont des origines, je termine là-dessus, des origines qui sont très différentes. Par exemple, Hayek, vous savez que Hayek considère que l'ordre économique est un ordre spontané, donc il est sur ce point-là assez en désaccord avec les ordolibéraux, parce qu'il considère que, d'ailleurs il est contre la notion d'économie sociale de marché, il considère que c'est quelque chose qui ne veut strictement rien dire, il le dit, je dis à mes amis que c'est une expression qui est mal construite, il y a un mot qui est totalement, pas du tout à sa place là-dedans, c'est social. Bon, il explique pourquoi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du désaccord, ils s'entendent en revanche sur une chose, c'est justement la concurrence. Les règles de la constitution économique sont des règles qui doivent être prioritairement axées sur l'obligation pour tous les acteurs de la vie économique de respecter justement ce principe constitutionnel fondamental. Et c'est dit d'une manière vraiment explicite. En fait, quand Hayek revient à Fribourg, dans les années 61-62, à ce moment-là, il obtient des ordolibéraux ancienne manière qui lui mettent un peu d'eau dans leur vin, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus comme Eucken de la concurrence parfaite, mais qu'ils parlent de la concurrence comme d'un processus de découverte. Dans cette idée de la concurrence comme processus de découverte, c'est très hayekien. Et ça, on peut dire que ça marche, la greffe fonctionne. Hayek lui-même revoit un certain nombre de ses anciennes idées, et la fusion se fait. C'est-à-dire que l'école de Genève, c'est précisément le résultat de cette espèce d'hybridation entre des courants néolibéraux qui sont des courants d'origine différente. Voilà. Et on aboutit à une situation aujourd'hui où vous avez, donc si on regarde le traité de Lisbonne, un traité constitutionnel si l'on veut, mais pas du tout au sens d'une constitution étatique, puisque vous n'avez même pas, si on cherche le sujet constituant, on peut chercher comme Habermas très longtemps, et en réalité, il n'y a pas de sujet constituant, il y a un accord interétatique. Alors ce qui est assez nouveau, c'est qu'il y a un accord interétatique à valeur constitutionnelle. Alors, un accord interétatique à valeur constitutionnelle, ça c'est effectivement quelque chose d'assez nouveau. Mais je crois que c'est important à comprendre, parce qu'à ce moment-là, on voit mieux la différence entre le point de départ, tout le chemin qui a été parcouru, et en même temps le fait que l'orientation fondamentale ne reste, elle, fondamentalement inchangée. Voilà, merci.